Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui sont venues ici, peut-être apprendre quelque chose sur la géométrie fractale et pourquoi on la trouve, ces objets bizarres, pourquoi et comment on les trouve dans la nature. Il s'agit d'objets qui existent depuis toujours. Simplement, on n'avait pas d'outils pour les décrire. Donc, au fond, on n'en parlait pas. C'est un sens très profond. Les scientifiques ne parlent que des choses, au fond, qu'ils peuvent mesurer d'une façon ou d'une autre ou maîtriser. Et sans ça, on attend. Donc, moi, je vais vous parler de l'universalité des formes fractales dans la nature. Alors, sans doute, plusieurs d'entre vous connaissent déjà les fractales ou la géométrie fractale. Le concept de fractal, c'est un concept géométrique, c'est pas un concept physique, c'est un concept géométrique. Et un exemple très simple, c'est celui qui est montré sur l'écran. On part d'une ligne droite qui, par exemple, mesurerait, je ne sais pas moi, 1 mètre. On la coupe en 3 morceaux égaux, on enlève le morceau du milieu et puis on décore par ce petit chapeau. Donc c'est un triangle équilatéral sans sa base ici. Donc vous voyez, si la ligne du haut ici faisait une longueur 1, ici on a 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois 1/3. Donc cette ligne-là a une longueur qui vaut 4/3. Et on construit ces géométries fractales par itération. Itération, ça veut dire, c'est le mot mathématique pour désigner répétition. Donc ici, on avait 4 segments. Sur chacun des 4 segments, on fait la même chose. On enlève le tiers du milieu, on rajoute ça. Évidemment, une courbe un peu plus compliquée. Et quelle est sa longueur? Vous voyez que chaque morceau ici est multiplié par 4/3. Donc la longueur de cette courbe-là, c'est la longueur initiale multipliée par 4/3 au carré. Là, on continue, ça serait 4/3 au cube. Et ce que les mathématiciens font, parce qu'ils le définissent de façon très précise, c'est par l'esprit continuer de faire ça jusqu'à l'infini. Et ça serait représenté sur cette courbe-là. Donc ça serait la courbe de von Korr, c'est le nom d'un mathématicien allemand du début du siècle dernier. Et alors, on peut voir plusieurs propriétés qui vont appartenir toujours aux objets que je vais décrire. Ces propriétés, déjà, c'est que cette courbe-là, évidemment, comme c'est la longueur initiale multipliée par 4/3 à une puissance infinie, c'est une courbe qui a une longueur infinie et pourtant vous pouvez la contempler. Elle tient dans un espace fini. Deuxièmement, si on voulait la mesurer, alors sa longueur dépendrait de la façon dont on s'y prend. Et on n'aime pas beaucoup ça. Ça veut dire qu'on n'a pas, quand on a une mesure qui dépend de la façon dont on mesure, on n'aime pas, on a l'impression qu'on n'a pas une bonne mesure. Alors je donne un exemple. Si vous disposiez d'un mètre, par exemple, qui fasse une longueur d'1 mètre, et que vous vouliez mesurer ça, de bout à bout, c'est la distance, c'est la taille à vol d'oiseau depuis un bout de la courbe, ça vaudrait 1. Mais si votre étalon de mesure, c'était 1/3 de mètre, alors vous iriez de là à là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tiens, ça ferait 4 fois 1/3. Donc ça va pas si je mesure avec 1, je mesure 1. Si je mesure avec 1/3, je trouve 4/3. Si je mesure avec quelque chose de plus petit, vous voyez bien que je vais décrire de plus en plus des détails de cette géométrie et je vais avoir une courbe de plus en plus longue qui tend vers l'infini. Donc c'est assez embêtant, ça pose un problème. Comment on mesure? Et j'en reviendrai sur cette question, c'est une question très profonde. Elle ne va pas tellement nous intéresser parce que tous les objets qui existent, elle est intéressante à mentionner, elle n'est pas la question sur laquelle je vais me focaliser parce qu'en fait tous les objets qui existent dans la nature, même quand ils possèdent ce type de hiérarchie dans leur géométrie, c'est-à-dire que ça s'appelle une invariance d'échelle. L'invariance d'échelle, c'est que si
je regardais ça seulement de près, je verrais la même chose qu'en regardant tout ça de loin. Donc je ne peux pas décider de la taille de l'objet en regardant une image seulement. Donc ça, c'est un concept d'invariance d'échelle, et il est lié, mais si on veut, pour les objets qui existent dans la nature, donc même quand ils présentent apparemment cette complexité hiérarchique dans la géométrie et cette invariance d'échelle, il y a une échelle la plus petite en dessous de laquelle on a des molécules, on a des atomes, on a des cristaux qui sont des structures qui ont des géométries différentes. Donc éventuellement, il y a donc toute courbe qui ressemble à elle-même quand on la regarde de plus en plus près, mais pas jusqu'à l'infini. Ça s'appellerait plutôt une préfractale. Mais la notion est la même. Alors je montre simplement des exemples. Je répète peut-être ce qu'on vous a déjà montré. Le triangle de Sierpinski, mathématicien polonais début du siècle dernier. On prend un triangle, on le découpe en 4, 1, 2, 3 et 4, et on enlève le triangle du milieu. On fabrique ici, on laisse 3 triangles, et dans ces 3 triangles, on commence cette opération. Par exemple, ici, on enlève le triangle du milieu, il en reste 3, et puis on continue comme ça. Si on va à l'infini, on voit bien, on devine que si tout était violet au départ, finalement, il ne reste qu'une ligne très compliquée. Ça s'appelle le triangle de Sierpinski. Voilà un tapis de Sierpinski. Vous voyez aussi là que si vous regardez ça, ou ce petit triangle de près, vous voyez la même chose que l'ensemble qui est là. C'est la même chose pour le tapis de Sierpinski. On prend un carré, on le découpe en 9 morceaux, et puis on enlève le morceau du milieu. On a défini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangles plus petits de côté 1 tiers, si ceci faisait 1. Et puis on répète ce processus, et puis on fabrique cette image progressivement. Ça peut se faire dans l'espace à 3 dimensions. Ça, c'est un tétraèdre, donc il y a qu'on a évidé ici, on l'a découpé en 4 tétraèdres, et puis on a enlevé celui du milieu. Si vous regardez ce qui se passe dans un plan qui serait oblique, comme ça, vous voyez la construction du triangle de Sierpinski qui serait ici. Mais ça, c'est une figure qui existe dans l'espace, et donc elle est faite de 4 morceaux qui sont chacun 2 fois plus petits. Vous voyez, ceci, c'est 1,5 de l'arête du tétraèdre ici initial. Alors, il y a... Bon, ça, c'est des objets que les mathématiciens inventent. Mais dans la nature, il existe des objets comme ça. Donc ça, c'est un chou qu'on peut trouver, dit chou romanesco. Celui-là, il a aussi cette forme, au fond, très régulière. Et puis, ce qui est encore plus familier, c'est le chou-fleur. Donc vous pouvez, quand je faisais des exposés il y a quelques années, j'amenais un chou-fleur, maintenant je l'ai en photographie, un chou-fleur. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. Il y a, je ne sais pas, entre 12 et 14 branches dans un chou-fleur. Ça, c'est une branche. Dans cette branche, il y a 12 ou 14 branches qui sont comme ça. Et on peut aller à plus petit encore. Là, c'est pas fait, mais on peut aller... on a des branches maintenant qui ont peut-être 1,5 cm de diamètre. Et puis, encore une fois, donc cette hiérarchie, elle se répète quand même un certain nombre de fois. Qu'est-ce que c'est qui est différent là? C'est que cette branche-là, elle n'est pas exactement la même que le chou-fleur entier vu de plus loin. Donc c'est quelque chose comme une invariance d'échelle qui n'est pas rigoureuse, qui n'est pas parfaite, elle est statistique. C'est-à-dire qu'en moyenne, si vous prenez beaucoup de chou-fleurs et que vous les découpez tous, la moyenne des branches obéit toujours à la même règle, mais c'est sur une moyenne. Pour les décrire, ces objets, je répète peut-être ce qu'on vous a déjà dit, mais je pense utile de le faire, je vais introduire la notion de dimension fractale et de mesure. Alors prenons les objets les plus simples de la géométrie qu'on connaisse, un segment, un carré et un volume. Un segment, je peux le découper en 2 parties égales.
Et si j'agrandis chaque partie, par exemple celle-là, d'un facteur 2, on retrouve le segment initial. Bon, c'est évident. Maintenant, si je prends un carré, déjà la règle est c'est tout simple, mais c'est déjà un petit peu plus compliqué. Si je prends un carré, je peux le découper en 4 parties égales, représentées ici. Et si j'agrandis chaque partie d'un facteur 2, je retrouve le carré initial. Or, le nombre de parties, c'est égal à 4, c'est-à-dire 2 multiplié par 2. Et même si vous n'êtes pas mathématicien, peut-être vous savez que 2 multiplié par 2, c'est 2 à la puissance 2. Et ce 2 en rouge, là, on peut l'appeler D. D comme dimension. Et, aux surprises, ce 2-là, dimension, c'est bien la dimension d'un carré, la dimension d'une surface qui se mesure en mètres carrés. Donc la notion de mesure, on peut se poser la question, pourquoi ne peut-on pas mesurer une surface en mètres ? Pourquoi ne peut-on pas mesurer une surface en litres ou en mètres cubes? Donc je vous lance la question, la réponse n'est pas simple. Pourquoi les mètres ne sont pas une bonne mesure pour une surface? Parce qu'on conçoit bien que si je voulais tracer des traits là-dedans, il m'en faudrait qualitativement simplement, il en faudrait une infinité de mètres pour remplir un carré. De même, si je mesurais un volume, si je voulais mesurer en litres, vous voyez bien que le carré, ça contient très peu de litres. En fait, 0 litre. Et dire qu'on mesure quelque chose qui vaut 0 ou qui vaut l'infini, ça n'est pas une bonne mesure. Donc les mathématiciens ont cherché à définir, étant donné un objet qui existe, quelle est la bonne mesure de cet objet. C'est comme ça qu'on a appris à l'école, on ne se rappelle plus, on ne s'était pas posé cette question, on avait appris que la surface de la France étant de kilomètres carrés, on n'a jamais parlé du volume de la surface de la France, parce que c'est 0. Donc ce 2 ici, c'est comme une dimension. Remarquez que là, il y a un 2, le 2 est là, et puis le 2 est dans l'exposant, mais en fait, si j'avais découpé ça en 9 petits carrés, dont chacun aurait un tiers de côté, vous voyez que le nombre de parties, qui est 9, ce serait égal à 3 multiplié par 3, c'est-à-dire 3 à la puissance 2, donc 3 à la puissance d. Donc là, il n'y a plus de 2 du tout, il y a le 2 seulement comme dimension. Et c'est bien la dimension d'une surface. Et pour un cube, vous voyez ce cube, je peux le diviser en 8 petits cubes, il y a 8 parties égales, et je peux observer que 8, c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2, ou 2 puissance 3, soit 2 puissance d. Donc d, ce d-là, défini comme ça, nombre de parties identiques, égal au facteur d'agrandissement qui est nécessaire pour récupérer l'objet initial à une certaine puissance, qui est un nombre. Ce nombre, c'est la dimension de l'objet, c'est la bonne mesure, c'est ce qui va me permettre de définir la bonne mesure de cet objet. Et bizarrerie, si je prends celui-là, maintenant vous l'avez vu, il existe, vous voyez que je peux le découper en 1, 2, 3, 4 parties égales, mais si je veux récupérer l'ensemble à partir de cette partie-là, il faut que je la dilate d'un facteur 3. Donc ceci peut être décrit par un nombre d, que peut-être vous ne savez pas calculer si on n'est pas un peu familier avec ça, que vous ne savez peut-être pas calculer, mais qui serait l'exposant auquel il faut porter le nombre 3 pour obtenir 4. Donc si on connaît un petit peu de mathématiques, c'est assez simple, cet exposant, il veut le logarithme de 4 sur le logarithme de 3. C'est un nombre qui est différent de 1 et différent de 2. Donc il y a des dimensions pour décrire ces objets qui sont des dimensions qui ne sont plus des nombres entiers. Donc ces dimensions, cette notion de dimension étant la même dimension qui vous est familière à des objets beaucoup plus compliqués tels que ceux-là. Ça c'est pareil, hein, vous pouvez le diviser en 3, et puis vous voyez le rapport de dilatation à partir de ce triangle pour obtenir celui-là, c'est un facteur 2, donc la dimension de ce triangle, c'est l'exposant de cette relation. Bon, donc il y a toujours ça. Aux surprises, celui-là, vous le divisez en 4 morceaux. Chaque morceau est 2 fois plus petit.
Et évidemment, l'exposant dans ce cas-là, c'est 2, parce que 4, c'est bien 2 à la puissance 2, ou 2 multiplié par 2. Donc ça se mesurerait aussi en mètres carrés. Quelle est la différence? Donc ça veut dire que quand même, on a appris quelque chose, la dimension ne définit pas elle-même complètement un objet. Évidemment, ceci est très différent d'une surface. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous. Il y a des trous à toutes les tailles, etc. Donc on dit que c'est un objet lacunaire, mais enfin, je dis ça simplement pour étendre cette notion de dimension. Vous voyez que la dimension, même quand ça n'est pas un nombre entier, c'est pas quelque chose de totalement mystérieux. On peut le définir assez simplement. Alors maintenant, pourquoi, je vais venir à la notion d'universalité, pourquoi et quand trouve-t-on des fractales dans la nature? Donc de même que cette courbe possédait une longueur infinie, si on s'adresse à des surfaces fractales posséderont des très grandes surfaces. Et si on a besoin, soit par exemple pour vivre, soit pour des objets industriels, d'avoir des échanges à travers des surfaces assez grandes, alors il n'est pas très surprenant qu'on trouve des surfaces comme ça. Alors, par exemple, les racines des plantes, et bien que les racines des plantes, il y en a des grosses, des petites, des plus petites, etc. Je montrerai des images. Les alvéoles pulmonaires, vous avez environ, dans votre poumon, pourtant enfermé dans la cage thoracique de la même façon que la courbe de Von-Koch était enfermée sur l'écran, vous avez une surface qui est entre 100 et 140 mètres carrés. Donc chacun d'entre nous, pour respirer, a besoin de 100 ou 100 mètres carrés de surface d'échange. Et pourtant, ça doit tenir dans la cage thoracique. Donc c'est forcément très compliqué, replié sur soi-même. C'est la surface d'un court de tennis. Donc en fait, vous avez chacun un court de tennis à l'intérieur de votre cage thoracique. Et ça, c'est nécessaire pour vivre. De même, pour démarrer une automobile, les phénomènes électriques... Alors, pourquoi on a besoin d'une grande surface? On a besoin d'une grande surface parce que le processus d'échange entre le gaz et l'hémoglobine qui est dans le sang passe à travers une membrane qui a une certaine résistance. Donc, la seule façon d'avoir la quantité d'oxygène nécessaire, c'est d'avoir une grande surface. De même, dans les batteries de voitures, les phénomènes électrochimiques vous donne un certain nombre de milliampères par centimètre carré. Et il y a besoin peut-être de 200 ampères pour faire tourner votre moteur au démarrage. Donc pour avoir 200 ampères avec quelque chose comme 10 milliampères, c'est-à-dire un centième d'ampère par centimètre carré, il vous faut beaucoup de centimètres carrés. C'est la même chose. Et d'ailleurs, les problèmes sont... Enfin, ces problèmes ont des réponses communes. Ça veut dire quelque chose d'universel déjà. Ces problèmes ont quelque chose en commun. C'est une certaine qualification du mot universel. Les réseaux de distribution fractale sont optimaux pour alimenter des surfaces ou des volumes. Donc les bronches, les réseaux sanguins ou des systèmes de drainage. En effet, quand on respire au départ, quand vous inspirez, donc l'oxygène est transporté avec l'air dans vos bronches, qui se divisent. Donc vous avez la trachée qui se divise en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16. Ça fait ça 15 fois. Donc il y a 2 puissance 15 bronchioles. Et au bout de chacune de ces bronchioles, ça continue jusqu'à 2 puissance 23. Mais la morphologie change. Ce sont des surfaces d'échange, celles que je mentionnais plus haut. Et on peut montrer que ces systèmes sont optimaux. C'est-à-dire que le meilleur système de bronche, qui n'est pas exactement le nôtre, mais le meilleur système de bronche au sens où celui qui offre la plus petite résistance à l'air et qui vous permet de ne pas vous fatiguer en respirant tout en occupant un volume relativement faible, puisque les bronches ne servent qu'à... C'est comme les tuyaux, si vous voulez, qui amènent l'eau chaude dans les radiateurs. C'est pas ce qui vous chauffe, c'est le radiateur qui vous chauffe. C'est pas le tuyau qui amène l'eau chaude dans les radiateurs. Donc les bronches, c'est les tuyaux, les surfaces d'échange, c'est les radiateurs. Et on peut démontrer qu'ils sont fractales.
Alors, vous avez dû certainement entendu parler, moi je ne vais pas parler de ça parce que j'ai travaillé sur plusieurs de ces phénomènes, mais pas là-dessus. Donc, on observe des fractales dans les phénomènes de chaos déterministes, dans la turbulence. Et puis, les fractales ont des propriétés d'amortissement particulières pour les ondes et les vibrations. Je m'en souviendrai un petit peu plus tard. Et c'est plutôt ça que je vais développer. C'est la géométrie naturelle de nombreux processus aléatoires, comme la marche au hasard, le mouvement brownien, des processus de percolation, d'agrégation, de diffusion. Je vais définir tout ça, mais les géométries construites par ces processus sont universelles. Ce n'est pas toutes les mêmes. Un type de processus fabrique un type de géométrie, un autre processus fabrique un autre type de géométrie, mais on les trouve de façon universelle. Qu'est-ce que veut dire ici ce mot universel? Donc des formes, c'est très simple, des formes sont dites universelles si elles sont observées dans des contextes très différents. Par exemple en physique, en astronomie, en chimie, en biologie. Alors l'exemple le plus simple d'une forme universelle que vous connaissez toutes, c'est la sphère. Puisque la sphère, elle existe dans les livres de mathématiques, mais ça représente approximativement le Soleil, approximativement une bulle de savon, approximativement la Terre, approximativement une orange. Bien que ce soit approximatif, il est bien évident que ce concept mathématique simplificateur et unificateur est, lui, universel. Il y a d'autres exemples en physique des solides, les cristaux, et les arborescences, si mon pointeur... Voilà. Et les arborescences, j'y reviendrai. Alors, pour vous montrer en image l'universalité de certaines formes, je vais vous montrer une série de photographies d'objets qui, avant l'invention de la géométrie fractale par Benoît Mandelbrot, étaient des objets qui relevaient de sciences différentes. Et au fond, chacun était très compliqué. Vous pouvez le voir. Chacun est très compliqué. Ça, c'est un dépôt électrolytique de zinc dans une cuve électrolytique sous fort champ électrique. Ça, c'est des digitations visqueuses dans un milieu aléatoire. Comment c'est fait? On prend une plaque, on fait des rayures très serrées, il y a des défauts dans les rayures, on met de l'huile, on remplit toutes ces rayures avec de l'huile, et puis on met dessus une autre plaque qui n'a pas de rayures, plate, et puis on pousse de l'air au milieu. On insuffle, on pousse de l'air au milieu ici, et qu'est-ce qu'on voit? On voit, au lieu de voir une bulle, on pourrait s'attendre quand on pousse de l'air dans un liquide, de voir une bulle, on ne voit pas une bulle, on voit ça. Au bout d'un certain temps, au début c'est tout petit, puis ça pousse comme ça. Je vais vous montrer quand vous allez voir comment ça pousse. Voilà de l'injection d'eau dans une plaque de plâtre. Voilà de l'injection à grande vitesse d'un fluide peu visqueux, comme l'air, dans un fluide très visqueux. Ici, le fluide très visqueux, c'était de l'eau chargée d'argile, et le fluide moins visqueux, c'est de l'eau. Croissance d'une colonie bactérienne, décharge électrique à la surface du verre. Cette image-là, excusez-moi, n'est pas très bonne, c'est la vascularisation de la rétine. Un dépôt spontané d'argent sur une pastille de cuivre. Donc tout ceci se ressemble sans être identique. Agrégat de particules d'antimoine sur une surface de graphite. Évolution d'un film mince d'aluminium sur du verre chauffé à 600 degrés. Donc vous voyez que tout ça a quelque chose en commun. Ce qui est en commun, c'est... Ils ne sont pas identiques, ces objets. Premièrement, chacun, on le voit bien, est désordonné. Et d'autre part, on voit bien quand même qu'il y a aussi des différences. De même entre la pomme, l'orange, la surface de la Terre. Mais il y a quelque chose en commun. Ce qui est en commun, c'est cette géométrie qui est universelle. Alors comment on l'a décrit? Et si c'est universel, et si on a raison, cette universalité s'étend
peut-être à un calcul très simple que l'on peut faire dans une machine comme ça, dans un ordinateur. Parce que si, de même que, au fond, vous prenez un compas, vous tracez un rond, diraient les enfants, et vous avez une projection de sphère, disons. C'est pas faux. Donc au fond, c'est grâce à l'universalité. S'il n'y avait pas l'universalité de la sphère, ben, ça n'aurait rien à voir ce qu'on peut faire avec un compas. Donc en fait, c'est la même chose, sauf que le compas, il se trouve dans l'ordinateur, et voilà comment il fonctionne. On prend une cible qui ne bougera jamais, et puis on lâche une particule assez loin de la cible, et elle marche au hasard, donc ça c'est sa trajectoire, elle a marché n'importe comment. Mais si elle touche la cible, elle s'y fixe. Et ça fait une nouvelle cible qui a 2 particules. On en met une 3e, ici elle est arrivée là. Et voilà ce qui se passe, si le film veut bien partir, oui. Voilà ce qui se passe quand on met beaucoup de particules. Donc voilà une première particule. Elle marche au hasard et puis elle est passée juste, elle a touché la cible, donc elle reste définitivement collée. En voilà une seconde. Il se trouve qu'elle arrive là. La 3e arrive là. Si on recommençait cette séquence avec un autre cas, ça ne fabriquerait pas le même objet, pas identiquement le même objet. Voilà. Donc progressivement, on construit un objet irrégulier. Bon, on le voit. Et puis, si on fait ça pendant très longtemps, voilà ce qu'on voit pousser. Ça s'appelle un agrégat limité par la diffusion, parce que c'est la diffusion qui... La diffusion, c'est donc la marche au hasard de ces objets. C'est aussi le mouvement brownien, si vous voulez, qui construit, voilà, un objet un peu tentaculaire, comme ça, qui ressemble aux objets qu'on voyait dans ces expériences. Et vous voyez au fond que là, l'ingrédient, il n'y a plus de chimie, il n'y a plus de biologie, c'est plus la rétine, c'est plus, etc. La science, entre guillemets, que l'on a mis dedans, c'est le programme ordinateur par lequel on fait fabriquer ça. Donc c'est comme le compas pour la sphère, si vous voulez, quelque chose qui est un peu l'équivalent. Donc voilà ce qui se passe au cours du temps. Ici, les couleurs décorent le temps d'arrivée. Voilà, on a du vert. Vous voyez que ça pousse toujours, ça pousse sur les branches, hein, au bout des branches. Et ça, on le voit ici, où on ne montre que l'endroit où ça pousse. Et figurez-vous qu'il y a un théorème qui démontre que la longueur de cette courbe blanche, c'est à peu près égal au diamètre de l'objet. Mais bon, Bon, ça c'était à 2 dimensions. Ces particules naviguaient dans le plan. Maintenant, on peut faire la même chose à 3 dimensions, et voilà ce qu'on observe. C'est pas le même objet, celui-là il est dans l'espace. Il a une dimension fractale qu'on ne connaît pas exactement, qui est proche de 2,5. Le premier, a aussi une dimension fractale qu'on ne connaît pas exactement, c'est-à-dire il n'y a pas d'équation qui donne la valeur de sa dimension fractale. On la connaît approximativement en mesurant les propriétés sur des objets qui sont comme ça. Donc on a, si vous voulez, là on a tous les ingrédients de l'universalité, c'est-à-dire on a un seul processus qui, en dehors du cadre physique réel dans lequel le phénomène a lieu, qui peut être de l'électrochimie, de la propagation de fluides dans des milieux poreux comme du plâtre ou des choses comme ça, avant la géométrie fractale, on pouvait se dire, tiens, ça c'est un problème d'électrochimie, ça c'est un problème de dynamique des fluides, ça c'est un problème d'électricité, ça c'est un problème de... Évidemment, chacun de ces problèmes était effroyablement complexe, et les gens, donc, au fond, trop complexes pour pouvoir être abordés.
Donc maintenant, au fond, la dynamique de la recherche à ce sujet, c'est plutôt de le fabriquer, de se baser sur cette notion d'universalité, même si elle n'est pas démontrée mathématiquement. Donc il y a un risque, mais de se baser quand même sur cette conviction, disons, et puis d'essayer de comprendre pourquoi dans les différents contextes, les différentes forces mises en jeu, finalement, fabriquent des choses qui sont comme ça, alors que ce ne sont pas les mêmes forces. Mais de même, l'orange n'a pas poussé et n'a pas acquis sa forme avec les mêmes forces que la forme du soleil ou la forme de la lune. C'est pareil. Mais la forme, elle est universelle. Et vous voyez quand même la richesse et la puissance de cette géométrie fractale, qui est le concept unificateur entre tous ces objets qui sont tous compliqués et qui apparaissent dans des contextes différents. Alors j'ai mentionné les arborescences, ça c'est un arbre et ça c'est ses racines, c'est assez extraordinaire. Bon, les racines, on comprend pourquoi il faut qu'elles aillent chercher l'eau un peu partout dans la masse, il faut qu'elles remplissent au fond le sol d'une façon ou d'une autre. Pas complètement, parce qu'il faut qu'il y ait du sol pour avoir de l'eau, mais il faut qu'elles remplissent d'une façon ou d'une autre le sol. Donc ça c'est une certaine plante. Et si vous prenez une plante dans votre jardin, que vous mettez dans l'eau, vous enlevez la terre, vous allez voir de toute façon quelque chose qui est comme ça, avec des grandes branches, des plus petites branches, des choses comme ça, une géométrie hiérarchique. Ça, c'est un moulage du poumon humain extraordinaire, avec en blanc les bronches, en bleu les artères, en rouge les veines. Si on s'intéresse, voilà le réseau des bronches. Donc, vous voyez, ça se divise en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16, etc., jusqu'à faire 2 puissance 15, qui fait environ 30 000. Donc, au bout de ça, il y a 30 000 petits tuyaux qui sont des bronchioles, qu'on voit ici chez l'homme, mais qu'on voit ici chez le rat. Si vous ne voyiez que ces deux images, celle-là et celle-là, vous seriez incapable de faire la différence entre l'arbre, cette partie d'arbre bronchique du rat et cette partie d'arbre bronchique de l'homme. Et ça s'étend à tous les mammifères, cheval, un petit chien, un chat, cochon, et ça c'est un chameau. Et vous voyez que ce n'est pas vrai seulement des bronches, mais c'est vrai, c'est vrai aussi des artères, ici colorées en rouge. Bon, vous savez que ce qu'on appelle artère en médecine, c'est tout ce qui quitte le cœur. Mais ce qui rentre dans le poumon, c'est du sang bleu, donc il ne devrait pas être en rouge. Mais bon, c'est une erreur de la personne qui a fait ça. De toute façon, les veines, ça serait pareil. C'est aussi une arborescence. C'est extraordinaire. C'est un arbre qui se divise. C'est une construction extraordinaire. Et alors, au sens mathématique, elle remplit l'espace. Donc, ça ne remplit pas l'espace, puisqu'il y a des tas de trous, mais ça veut dire qu'au fond, on se met n'importe où dans l'espace et on trouve un des petits tuyaux qui n'est pas très loin. C'est ça que ça veut dire. Space filling, c'est un tree qui est space filling, un arbre qui remplit l'espace. Ça ne veut pas dire qu'il occupe tout l'espace, ça veut dire que chaque point de l'espace est près d'une des branches. C'est ça la définition mathématique plus précise de ce que ça veut dire remplir l'espace. Alors maintenant, je vais décrire un autre type de géométrie fractale qui est celle que nous avons découverte en se posant la question de quelle est la géométrie d'une soudure. Donc on va simuler ici un processus de diffusion dans un solide. Enfin, c'est un solide très simplifié, vous allez voir. Il est à 2 dimensions, donc ce n'est pas un objet tridimensionnel. Et la diffusion, c'est un phénomène très courant qui existe en physique, en chimie, en biologie. Donc on va regarder là une image de la diffusion. Donc c'est comme si on avait une source de particules en haut de l'écran. Et puis voilà ce qui se passe, c'est des particules qui quittent et puis qui marchent au hasard. Et chaque fois qu'elles font un trou, on remplit le trou. Donc finalement, il en part toujours vers le bas. Et ça, c'est la conséquence d'une marche au hasard.
On représente ça sur un réseau. Un réseau, c'est une grille, hein, en physique, c'est une grille. Un réseau carré avec une source de particules, donc en haut. Et puis on a une règle pour la marche au hasard. Alors cette règle, c'est pas illustré ici. Voilà une particule. La particule peut partir, elle pouvait partir à gauche, à droite, en haut, en bas, avec la même probabilité, c'est-à-dire un quart. Mais évidemment, on ne peut pas mettre deux particules au même endroit. Donc si elle est là, elle ne peut aller que là ou là. Voilà, ça c'est la règle du jeu de la marche au hasard des particules. Alors comment ça évolue dans le temps? Si on regarde ça de près, et bien voilà diverses images de ce qui se passe au bout du temps. En haut, vous pouvez vous dire, quand ça part, ça devrait laisser un trou, mais on remplit le trou. C'est comme si on avait une source de particules qui était toujours présente ici et toujours remplie. Donc voilà, ça fabrique quelque chose de compliqué. C'est ça qui se passe quand on prend deux métaux, qu'on les chauffe pour fabriquer une soudure. On les chauffe pour que ce processus de saut soit assez rapide, parce qu'on ne veut pas attendre un siècle pour fabriquer une soudure. Donc pour ça, on chauffe par exemple à 1000 degrés, où le temps de saut, c'est devenu un millième ou un 100 millième de seconde, ou même moins que ça. Mais à température ordinaire, ces temps de saut dans les solides sont très longs, éventuellement un siècle ou quelque chose comme ça. Donc on ne pourrait pas faire peut pas faire facilement de soudure à température ordinaire. Donc on fabrique une géométrie compliquée. Alors comment on la décrit, cette géométrie compliquée? On la décrit en définissant... Donc il y a des particules, il y en a beaucoup là, il n'y en a pas beaucoup qui ont été loin, en définissant des connexions entre particules. Donc ça, c'est les sites qui sont occupés. Une particule est liée à ses 4 premiers voisins s'ils sont là. Ça, c'est les premiers voisins. Vous voyez, là, il y a ça, c'est un second voisin et ça, c'est vide. Donc celle-là est liée à ça et est liée à celle d'en dessous. C'est une représentation simplifiée, mais de quelque chose qui existe. Les atomes partagent leurs électrons quand ils sont assez près. S'ils sont un petit peu plus loin, ça devient tout à fait négligeable. Et il faut aussi... Alors, l'ensemble des connexions liées avec la source, on l'a peinte en vert. On dit que c'est la Terre, on l'a peinte en vert. Je vais revenir là-dessus. Et puis, on définit des connexions pour les cases vides. Les cases vides, elles, sont supposées être... Mais c'est pour la description de la géométrie. Les cases vides, en fait, elles ne représentent rien de physique, il n'y a rien. Mais pour la description de la géométrie, c'est commode. Donc elles sont liées aux 1, 2, 3, 4 premiers voisins et 1, 2, 3, 4 seconds voisins. Et l'ensemble des cases vides non entourées de terre, donc tout ce qui est ici, et qui n'est pas entouré par la terre, c'est-à-dire la partie haute, on l'appelle la mer. Et évidemment, il y a quelques particules isolées qui constituent des îles dans cette image géographique. Et puis il y a des cases vides qui sont entourées de terre, qu'on appelle des lacs. Donc en fait, ils sont en bleu clair. Et la frontière, la géométrie à laquelle on s'intéresse dans cette image géographique, c'est la plage. Et la plage, elle est du sable. Ici, il est peint en jaune. Donc en tout, pour décrire cet objet-là, qui est compliqué, hein, de toute façon, de façon simple, pour définir, il y a la mer en bleu foncé, il y a les îles en rose, il y a la terre en vert, et la limite de la terre qui jouxte la mer, c'est la plage, elle est en jaune, et puis il y a des lacs. Donc voilà ce qu'on voit, si ça a diffusé, disons, pendant ce phénomène a eu lieu pendant un temps assez court où ça n'a pas été très loin. Et si on prenait un avion et qu'on s'envolait, voilà ce qu'on verrait. Et maintenant, on verrait donc quelque chose une côte comme ça, très irrégulière. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un temps plus long? Donc on va regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est des photographies à certains moments. Et on voit que, tiens, ça saute beaucoup. Ça progresse vers le bas, mais ça saute beaucoup. Autrement dit, ces morphologies ont quelque chose d'instable. Et au bout d'un temps très long, enfin assez long,
Voilà, on a une grande mer, il y a beaucoup de lacs. Ici, il y a la terre, elle est en bleu un peu foncé. Il y a les îles en rose, enfin les couleurs ne sont pas très bien rendues. Et la plage, c'est cet objet-là. Et donc, voilà le trajet de quelqu'un qui marcherait le long de la plage. Et c'est cette courbe-là qui est fractale. Je ne peux pas vous le démontrer, mais c'est cette courbe qui est fractale et qui obéit aux règles de mesure des dimensions évoquées tout à l'heure. Alors, ça c'est donc la géométrie, ça serait la géométrie d'une soudure. Ça c'est un exemple aussi de simulation numérique, hein. On représente la même chose qu'avant, ça c'est la plage. Et ça c'est une expérience réelle qui a été faite à l'université d'Urbana à la fin des années 80. Ce sont des grains d'argent dans un film de polyimide. Et voilà la frontière ici de diffusion. Et Richard Hull, qui était le professeur physicien qui s'occupait de ça, a mesuré les dimensions fractales et il a trouvé approximativement la dimension fractale que l'on avait prévue. Donc un objet aussi compliqué, on pourrait se dire il est tellement compliqué qu'il n'est pas descriptible. Et vous voyez l'immense, enfin je ne peux pas dire autrement, l'immense progrès d'avoir un outil qui dit ben non, cette géométrie, ça n'est pas n'importe quoi, ça peut être décrit par une dimension. Alors là, maintenant, je vais vous montrer un film d'une expérience qui a été réalisée au laboratoire par un électrochimiste hongrois il y a une dizaine d'années. Donc tout ça, c'est dans un bocal. Et alors là, il y a une plaque de verre, et sur la plaque de verre, on a déposé un film d'aluminium, donc qui est opaque, on ne voit pas à travers. Et c'est plongé dans une solution, donc il n'y a pas de lumière qui passe. Et on met une lampe en dessous et une caméra au-dessus. Donc au début, il n'y a rien qui se passe, parce que la lumière ne peut pas passer du haut au bas, parce que ça, c'est opaque. Mais il y a des phénomènes de corrosion qui se produisent spontanément. Ça s'appelle la corrosion par point, dans ce cas-là. Et on prend un film de ce qui se passe. Donc ça, c'est des images assez mauvaises du film, et je vais vous montrer le film lui-même. Donc ça veut dire la fractalité auto-organisée. Donc voilà voilà comment naissent spontanément des interfaces fractales dans certains phénomènes. Donc en fait, vous voyez, là il y a du liquide, on est obligé un petit peu de bouger la caméra pour suivre la surface. Donc au début, il y a un petit trou, et puis ça fait un trou rond dont le diamètre augmente. On voit que le diamètre augmente. Alors je ne vous passe pas tout parce que ça prendrait 10 minutes ou 12 minutes. Voilà ce qui se passe. Ça progresse à vitesse constante, à peu près, puis ça devient un petit peu irrégulier. Vous voyez la frontière. Et puis au bout d'environ 15 minutes, ça devient, et 20 minutes, alors ça finit par ne plus progresser, ça s'arrête tout seul, et ça devient de plus en plus irrégulier. Et ça, c'est un phénomène, vous le voyez, c'est un phénomène qui existe sous vos yeux. Ce n'est pas la création d'un mathématicien, c'est la création de la nature elle-même qui évolue toute seule pour fabriquer ça. Donc ces objets ils existent. Alors vous voyez, ça n'avance plus sauf à certains endroits. Vous voyez, là, ça monte un tout petit peu. Et puis finalement, ça devient de plus en plus irrégulier. Et finalement, ça s'arrête complètement. Vous voyez, ça c'est une image qui est un peu, qui rappelle un peu les images d'avant. Donc ça, je vais passer. Je pourrais vous décrire des expériences numériques qui représentent la même chose, mais peut-être on n'a pas le temps. Donc voilà l'image finale. Ça, en fait, ici, c'est à l'envers par rapport à l'autre. Ça, c'est tout ce qui n'a pas été attaqué, qui est en gris ici. Puis la solution, elle est en haut. Et puis à l'intérieur de la solution, il reste des petits îlots qui n'ont pas été attaqués. Des petits îlots, des grands îlots. Et puis il y a une certaine frontière, ici. Voilà. Et cette frontière, si on la mesure, avec les outils de la géométrie fractale, on trouve qu'elle est fractale avec une géométrie fractale proche de 1,1
33, c'est-à-dire pas très loin de 4 tiers. Et ce 4 tiers, et je vais y revenir, ce 4 tiers, c'est un nombre magique dans certaines théories. Il y a des nombres comme ça, attribués à des géométries. Et je vais vous montrer que, si vous ouvrez un livre sur les fractales, souvent on va vous parler de la côte de Bretagne en vous disant qu'elle est fractale, puisque c'est pareil si vous la mesurez, si vous allez, je sais pas moi, de Saint-Malo à Saint-Nazaire, en suivant la côte sur une carte au millionième, vous allez porter votre double décimètre un certain nombre de fois, vous allez trouver une longueur. Puis si vous prenez une carte au 200 millième ou plusieurs, vous utilisez un étalon plus court, vous allez trouver une autre longueur. Donc c'est un objet comme ça, tel que la longueur elle-même n'est pas définie. Ça explique dans certains dictionnaires la longueur de la frontière entre la France et l'Italie vaut telle valeur, et dans un autre dictionnaire, ça a une autre valeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la longueur est mal définie, ça dépend de la façon dont on la mesure. Vous n'aimeriez pas, bien sûr, que la surface de ce bureau dépende de la façon dont on la mesure. Donc il faut bien la mesurer avec une mesure qui est adaptée au fait que c'est une surface. Donc c'est un ingrédient là qui est essentiel. Donc quand on ouvre des livres sur les fractales, on trouve que... Voilà. Alors les côtes rocheuses ont-elles une géométrie? Y a-t-il quelque chose de commun entre ces différents objets? Et bien sûr, je vais vous montrer que oui, il y a éventuellement quelque chose de commun, parce que c'est mon propos. Et pourquoi les côtes auraient cette géométrie fractale? Et je vous propose une explication. Je passe là-dessus. Les côtes pourraient être fractales parce que, excusez-moi, parce que leur géométrie irrégulière amortit la mer. Si la mer est amortie, pour une certaine puissance, on a toujours l'impression que la mer est forte sur la côte parce que ça fait de la mousse sur le rivage, etc. Mais en fait, la puissance de la mer, de la houle, elle n'est pas créée par la côte, elle est créée par les vents qui sont au large et où c'est eux qui excitent ces oscillations de la mer. Donc il y a une source de puissance quelque part, et si la côte amortit ces vagues d'une façon, la puissance d'une façon ou d'une autre, grâce à sa géométrie, je vous décris là, c'est la première idée que j'avais il y a 25 ans sur pourquoi les côtes pourraient être fractales. Et en fait, on a réellement obtenu un résultat que je vais décrire, mais assez récemment, parce que ça passait par tout un tas d'études qui vont être très, très brièvement mentionnées. Donc l'idée, c'est, si les côtes constituent un mauvais système d'oscillation pour les vagues, au sens où elles absorbent l'énergie, alors à ce moment-là, s'il y a une certaine puissance, l'amplitude des vagues serait plus petite. Et si l'amplitude des vagues est plus petite, alors la côte est subie, il y aurait moins de force érosive pour la mer, et donc l'érosion serait plus faible. Et ça serait peut-être pour ça que l'on observerait des côtes fractales. Donc tout ça, c'est des conditionnels de conditionnels, et c'était comme ça, donc il fallait faire beaucoup de travail pour arriver là. Et ça serait peut-être pour cela qu'on observe que les côtes rocheuses sont fractales. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai, ça, qualitativement? Quand on veut amortir la mer, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça s'appelle des tétrapodes. Ça, c'est une digue à Crescent City, Californie, mais vous avez tous vu ça, vous savez ça. Vous savez que quand on veut amortir la mer, quand on veut l'amortir, filtrer les vagues, on ne fait pas des objets réguliers. Si on fait des objets réguliers, éventuellement on les repousse, mais on ne les amortit pas, c'est différent. Et regardez comment c'est fait, on met ces tétrapodes qui font, ça fait plusieurs mètres, hein, ces objets-là font plusieurs mètres de taille, et on les met sur des cailloux, qui sont même sur des cailloux plus petits, et sur des cailloux encore plus petits. Une hiérarchie de taille, quelque chose qui a vaguement à voir, comme vous l'avez vu, avec la géométrie fractale. Deuxièmement, regardez ces images. Ça, c'est pris dans le Pacifique, c'est une image. Donc ici, il y a une barrière de corail.
Si vous avez déjà mis le pied sur une barrière de corail, vous savez que c'est très irrégulier. Ici, il y a une île dans le fond, et puis il doit y avoir un peu de vent parce qu'on voit la houle. Vous voyez, ça déferle un tout petit peu ici. Et donc cette houle, ici, c'est l'intérieur, ça a passé la barrière de corail. Les vagues sont comme filtrées. Ça, c'est une autre image comme ça. C'est familier. Et chaque fois que vous irez au bord de la mer, maintenant, vous regarderez, vous observerez toujours des choses qui ressemblent à ça. Donc à la fois, au fond, c'est familier, que les objets irréguliers amortissent la mer, à la fois on s'en sert. On s'en sert empiriquement, on s'en servait empiriquement. C'est même mentionné dans Homère. Il y a un vers d'Homère où on dit les navires se réfugient en cas derrière des rivages escarpés, compliqués. Alors, est-ce que c'est vrai, ça, d'une façon même plus simple ou plus générale, est-ce que c'est vrai que les structures irrégulières amortissent les vibrations ou les oscillations? Oui, c'est vrai, je n'ai pas le temps de vous décrire exactement pourquoi, mais ça a donné lieu à... c'est la même question qu'on peut se poser en se disant, les instruments de musique, ils sont brillants, ils sont lisses. S'ils étaient rugueux, ils ne seraient pas jolis, ça c'est une chose à regarder, mais est-ce que ça changerait leur propriété acoustique? Une question. La réponse à cette question, c'est que oui, ça changerait un peu leur propriété acoustique, et que si on fait des objets très irréguliers, comme cet objet-là, c'est une invention qu'on a fait et qui est maintenant réalisée, qui est un mur anti-bruit, le genre d'objet qu'on met le long des routes. Vous voyez, il y a des petits trous, et puis il y a des grands trous, et puis enfin, on l'a fabriqué le plus irrégulier possible, parce qu'il faut que ça puisse être fabriqué. Voilà celui-là en train d'être posé le long d'une route, et effectivement, ça marche. Donc les concepts à la base que les objets irréguliers amortissent les oscillations, absorbent l'énergie des oscillations, sont vérifiés dans des contextes qui ne sont pas ceux de la mer. Mais donc il y a tout un développement de physique sur lequel je ne passe pas. Mais alors ces idées-là, on les met en œuvre maintenant dans un modèle, de même que les images que je vous ai montrées, l'agrégation limitée par la diffusion, ou la géométrie d'une soudure, ce sont des modèles, c'est-à-dire des images simplifiées, qui sont assez simplifiées pour qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, les calculer et puis décrire les résultats des calculs, mais qui contiennent aussi, qui ne sont pas tellement simplifiés qu'ils ont fait disparaître toute la complexité qu'on essaie justement de saisir. Donc je vais vous montrer ici quelque chose comme un modèle physique de l'érosion des côtes rocheuses. Donc l'érosion des côtes, c'est un phénomène très compliqué. Il y a la force mécanique des vagues. Les rochers eux-mêmes, tous les rochers ne sont pas identiques entre eux. Ils n'ont pas exactement la même composition chimique. Ils ne sont pas orientés de la même façon. Tout ça, c'est très très compliqué. Et puis, donc, tout ça constitue ce que, dans ce domaine, on appelle une unité lithologique. Et ces unités lithologiques, tant qu'on ne les a pas mesurées une par une depuis la nuit des temps pour savoir lesquelles avaient été érodées plus vite que d'autres, qu'est-ce qu'on peut faire? On les décrit en disant qu'elles sont distribuées. On ne les connaît pas, on sait qu'elles sont peut-être comprises entre telle et telle valeur. Et la force de cette notion d'universalité, c'est qu'éventuellement, ce que l'on observe ne dépend pas du détail de cette complexité, mais d'un morceau, si j'ose dire, d'une parcelle de cette complexité. Et que cette parcelle de cette complexité, c'est le caractère ici aléatoire, c'est-à-dire à tel endroit, il y a un rocher, à côté il y en a un autre, à côté il y en a encore un autre, il y en a des milliers ou des millions. Je ne peux pas les connaître. Donc je dis simplement, il y en a qui sont très solides, il y en a qui sont moins solides, parce que ça doit être comme ça. Forcément, ça doit être comme ça, parce que sans ça, la mer fabriquerait des lignes droites. Et puis, donc voilà ce qu'on veut dire. Donc chaque objet, entre guillemets, a des propriétés à la fois mécaniques et chimiques qui sont distribuées entre telle et telle valeur, pas très bien connues,
mais éventuellement décrites par des lois de probabilité. Alors des processus d'érosion, il y en a beaucoup qui sont décrits dans les livres, il y en a qui sont très lents parce que l'atmosphère réagit très lentement avec les rochers, il y a la dilatation, il y a le gel, il y a tout ce qu'on veut, il y a l'effet mécanique, il y a des tas de phénomènes possibles qui ont lieu tous plus ou moins en même temps et avec des vitesses très différentes. Alors ce qu'on fait, nous, c'est de dire, au fond, d'après ce qu'on sait sur l'étude des vibrations des systèmes irréguliers, c'est qu'ils sont amortis, plus l'objet est compliqué. Donc plus sa longueur est grande. Ça, c'est la longueur du périmètre. Ça, c'est une équation, si vous n'êtes pas familier avec les équations, elle dit simplement que si le périmètre de la côte a un certain temps t, vaut LP à ce moment-là, plus ceci est grand, plus la force d'érosion est faible. Ça ne contient que ça. Et on prend un modèle très simple, une grille carrée encore, et on met des rochers, ça représente par exemple la Terre, et puis ça c'est le rivage, c'est la partie de la Terre qui est en contact avec la mer. Et puis chaque rocher, ici vous allez dire c'est très très simple, c'est trop simple pour que ça dise quelque chose. Ça dépend. Eh bien il a une force de résistance qui est donnée par un nombre, x1, que je pourrais trouver en jouant au dé, parce que je ne le connais pas. Donc je le distribue au hasard. Donc celui-là a une valeur, celui-là a une autre résistance, celui-là a une autre. Ceux-là sont en contact avec la mer. Ceux-là, pour le moment, ils n'ont pas vu la mer. Alors bon, ça, il y a une petite confusion sur les... Oh là, je ne suis pas sûr que vous voyez bien. Alors le processus, c'est le processus qu'on met en œuvre dans l'ordinateur, pas dans la mer. C'est le processus suivant. Parmi ces sites, la mer a une certaine force d'attaque, une certaine force érosive. Parmi les rochers qui constituent le rivage, il y en a qui sont plus faibles, ils vont être cassés, ils disparaissent. Et éventuellement, donc, il y a deux choses qui vont se passer. Les sites faibles disparaissent. Voilà. Donc ici, par exemple, celui qui était là et celui qui était là étaient faibles. Donc il s'est produit deux choses en même temps. Éventuellement, la longueur de la côte a changé. En fait, dans ce cas-là, elle n'a pas changé. 1, 2, 3, 4, 5, la longueur est la même. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil. Mais on a fait une autre chose. On a... celui-là, il était protégé. C'était un site de terre qui était protégé par la côte. Maintenant, il est en contact avec la mer. Et sa résistance, elle, est au hasard. Soit elle est forte, soit elle est faible. Si elle est faible, à la prochaine étape, elle va être érodée. Alors voilà un exemple. Voilà, il se trouvait que celui-là était fort, mais celui-là était faible, donc il est parti. Maintenant, la longueur de la côte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La longueur est plus grande. Ce système d'amortissement a une longueur un petit peu plus grande, et donc la force érosive de la mer, au bout de cette étape-là, est un tout petit peu plus faible. Et si on laisse ça se faire, voilà ce qu'on obtient. Et ça s'arrête tout seul. C'est pas du tout évident que ça doive s'arrêter. Pas du tout évident que ça doive s'arrêter. Et ça, c'est lié à un problème, je mentionne le mot, un phénomène qu'on appelle la percolation. C'est-à-dire que si vous prenez un damier, un grand damier, avec 1000 cases par exemple, ou 1 million de cases, et puis vous mettez dans chaque case, vous affichez un nombre choisi au hasard entre 0 et 1. Donc il va y avoir des petits nombres et puis il va y avoir des grands nombres. Eh bien, à l'intérieur de ce système-là, il existe un objet, et c'est maintenant démontré exactement, mathématiquement, il existe un objet qui est fait de nombres plus grands qu'un certain nombre donné. Pas du tout évident que ça soit comme ça. Par exemple, si c'était un damier triangulaire, parce que c'est plus simple pour un damier triangulaire, il existe quels que soient les damiers, à 2 dimensions, c'est pareil. C'est vrai pour tous les objets dans l'espace à 3 dimensions, avec d'autres valeurs, donc je n'en parle pas. Mais il existe un objet qui est fait de nombres qui sont grands.
Donc de ce point de vue-là, ils vont résister à la mer. Quel que soit l'objet, quelle que soit la force de la mer initiale, ça va toujours finir par aller s'arrêter sur cet objet. Dans un objet fabriqué par le hasard, il existe un sous-objet dont on peut démontrer qu'il est fractal. Cet objet-là, très compliqué, il est fractal, mais lui, il est fait de nombres assez grands. Donc si la force d'attaque diminue, à un certain moment, je vais me heurter à cet objet-là. Et c'est pour ça que ça s'arrête. Ça s'arrête spontanément, tout seul. Sauf si, tout d'un coup, donc, tous les sites qui sont là-dessus, sur cette frontière très compliquée, fractale, qui est ici, ils sont faits, ils ont des nombres qui sont plus grands qu'une certaine valeur. Évidemment, au bout d'un siècle, peut-être que ça va se fatiguer à un endroit, et pof, ça va repartir. Un de ces nombres va devenir un petit peu plus petit, pof, ça va faire un trou et ça va réenvahir. Mais en attendant, spontanément, ça fabrique ça. Donc il est ici encore. Donc ça, c'est un modèle, c'est pas, je veux dire, on peut se dire que c'est comme ça que c'est fait, mais pour le moment, on l'a pas prouvé. C'est simplement un modèle qui montre qu'on pourrait obtenir des côtes fractales avec des ingrédients physiques qui sont simples. Ce qui est simple, c'est distribution au hasard, sans trop de précautions, sur un réseau carré. On pourrait le faire sur un réseau triangulaire, un réseau hexagonal, etc. Ça donnerait les mêmes nombres. Et l'évolution s'arrête d'elle-même, comme la corrosion tout à l'heure. Donc c'est pas très surprenant que... Donc ça, c'est lié à ce phénomène de percolation, et cet amas est fractal et ses dimensions fractales sont connues, 4 tiers. Et ce 4 tiers, ça a été démontré, et Wendlin Werner, qui est un mathématicien qui travaille à Orsay, a obtenu la médaille Fields, vous savez, c'est le super prix Nobel de mathématiques. C'est un des 3 récipiendaires de cette médaille en 2006 pour avoir démontré mathématiquement ces dimensions, qui jusqu'ici étaient mesurées approximativement par les physiciens. Mais là, c'est une démonstration maintenant mathématique. Donc c'est un résultat, si vous voulez, c'est des résultats mathématiques qui sont tout à fait extraordinaires. Ça veut dire que ces objets sont aléatoires. Ils sont faits par des processus qui obéissent aux lois du hasard. On pourrait se dire, le hasard ne fabrique que de la pagaille. Mais le hasard il fabrique des formes qui sont des formes bien définies. Et ces formes bien définies, ça va très loin. Vous avez entendu parler d'une discipline qui s'appelle le calcul des probabilités. Calcul des probabilités. C'est quoi le calcul des probabilités? C'est quand vous avez des phénomènes, vous jouez au dé et puis le résultat est incertain, c'est calculer ce qu'il y a de mesurable dans ce qui est le hasard. Calculer un nombre qui va vous dire la valeur moyenne de tirer pile ou tirer face. Et puis, éventuellement, est-ce que vous avez beaucoup de chances de vous tromper en faisant une prévision? Quelque chose qui va vous donner un nombre. Là, on a sauté une étape. C'est une étape formidable pour la pensée, puisque ce n'est pas du calcul, c'est de la géométrie des probabilités. Et maintenant, c'est démontré mathématiquement, mais ces géométries-là, ce sont des géométries fractales. Donc, dans ce cas-là, ça vaut 4 tiers. Voilà la Sardaigne. Photo de satellite de la côte nord-est de la Sardaigne, Ça, on a peint toute la Terre en vert et puis la mer en bleu. Et puis il se trouve que dans nos calculs de simulation, sans chercher, on avait fabriqué un objet qui est une fausse Sardaigne trouvée par hasard. On l'a trouvée par hasard. On ne prétendait pas que c'est la Sardaigne. Simplement, on a vu une image, une fois, avec quelque chose qui ressemblait un petit peu à la Sardaigne. Donc ça, c'est une image numérique de la théorie, ça, c'est une image géographique. Et quand on la mesure, donc ça, c'est la côte, ça, c'est la photographie, ça, c'est la côte nord-est de la Sardaigne, et bon, ça, c'est comment on mesure, je ne vais pas vous décrire ça, on trouve une dimension fractale expérimentale sur la photographie par satellite, qui est quand même pas très loin de 4 divisé par 3, 4 tiers. Donc c'est, on voit là que... Et ceci, c'est quelque chose d'autre, c'est une petite séquence qui vous montre que... ça va partir tout seul. Voilà, quelle que soit la forme dont on part, on obtient des choses qui ne sont pas identiques, mais qui ont des choses en commun. Donc, vous voyez, si on avait au départ des îles
qui avaient des formes, il y avait un cercle, un carré, une petite étoile, etc., qui avaient des formes comme ça, soumises au même processus d'érosion. Elles donnent des formes. Et tout ça, c'est assez vraisemblable. Hein. Vous êtes sûr, vous voyez, si vous voyez une carte de géographie avec un objet comme ça, vous seriez pas surpris. Disons, c'est vraisemblable. C'est pas prouvé, hein, c'est vraisemblable. C'est possible. Quand les résistances ne sont pas réellement réparties au hasard, alors voilà ce qu'on voit quand il y a des corrélations, c'est-à-dire que les rochers, deux rochers qui avoisinent, sont soit tous les deux un peu forts ou tous les deux un peu faibles. Vous voyez que ça a une certaine portée, cette corrélation des résistances. Voilà ce qu'on fabriquerait. Ça, c'est plus compliqué, c'est pas une seule fractale. Au fond, dans ce cas-là, les fractales d'avant, c'est celle-là, c'est le cas le plus simple, quoi. Le hasard parfait donne des formes qui sont compliquées, mais qui sont maintenant, au fond, devenues abordables ou assez simples. Et évidemment, il y a quelque chose d'universel entre le destin de ces objets-là. Encore faut-il le reconnaître, hein, c'est sur le terrain, ce qui n'est pas absolument évident. Ça dit bien que finalement la forme finale, elle défend à la fois quand même des conditions initiales et puis du processus d'érosion lui-même. Voilà. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous vous précipitez et vous achetez cet ouvrage, et c'est tout ce que je voulais vous dire. On peut s'arrêter là et je suis prêt à répondre à vos questions, bien sûr. On peut couper ça peut-être.